Le testament avait été lu un mardi matin pluvieux de novembre, dans l'étude poussiéreuse de Maître Dubois, notaire de la famille depuis 3 générations. J'étais assise à côté de mon mari Pierre, mes mains moites crispées sur mon sac à main noir, celui que j'avais acheté spécialement pour les occasions solennelles. L'atmosphère était lourde, chargée de cette tension particulière qui accompagne toujours les successions, même les plus modestes. Pierre tambourinait nerveusement sur la coudoir de son fauteuil en cuir craquelé, ses yeux fixés sur le notaire, qui ajustait ses lunettes pour la énième fois. Son grand-père Marcel était décédé la semaine précédente, à l'âge de 87 ans, emportant avec lui les secrets d'une vie simple mais mystérieuse. Jamais très proche de sa famille, le vieil homme avait vécu seul dans sa petite maison de banlieue, travaillant jusqu'à ses derniers jours dans son garage automobile qui avait fait sa réputation dans le quartier. Monsieur et Madame Moreau avaient commencé le notaire de sa voix nasillarde. Comme vous le savez, Monsieur Marcel Moreau a souhaité léguer ses biens de manière particulière. Il avait marqué une pause, comme pour ménager ses effets, avant de poursuivre. À son petit-fils Pierre Moreau, il lègue son garage automobile situé au 47 rue des Acacias, avec tous les équipements, outils et véhicules qui s'y trouvent. J'avais senti Pierre se redresser à côté de moi, un sourire discret étirant ses lèvres. Il s'attendait à cet héritage, ayant toujours entretenu une relation cordiale avec son grand-père, même si les visites s'étaient espacées ces dernières années. Le garage représentait pour lui l'opportunité de réaliser enfin son rêve, quitter son emploi de comptable dans une PME locale pour se lancer dans la mécanique automobile, sa véritable passion. Quant à Madame Élise Moreau, avait continué le notaire en me regardant par-dessus ses lunettes, Monsieur Marcel Moreau lui lègue son appartement de 4 pièces situé au 12 boulevard de la Canebière à Marseille, entièrement meublé et libre de toute charge. Le silence qui avait suivi cette annonce était assourdissant. J'avais cligné des yeux, certaine d'avoir mal entendu. Un appartement à Marseille? Mais pourquoi? Je n'avais rencontré le grand-père de Pierre qu'à quelques reprises, lors des repas de famille où il se montrait poli mais distant. Jamais nous n'avions eu de conversation approfondie, encore moins de lien particulier qui justifierait un tel legs. « Pardon » avait balbutié Pierre, son visage se décomposant progressivement. « Vous avez bien dit un appartement à Marseille? À ma femme ?» Le notaire avait hoché la tête, consultant de nouveau ses documents. « C'est exact. Un appartement de 80 mètres carrés, situé dans le 2e arrondissement, avec vue sur le Vieux-Port. Selon l'estimation réalisée l'année dernière, sa valeur est d'environ 450 000 €. J'avais senti le monde basculer autour de moi. 450 000 €. Cette somme représentait plus que tout ce que Pierre et moi avions économisé en 15 ans de mariage. Nous qui vivions modestement dans notre petit pavillon de banlieue, économisant chaque centime pour les vacances annuelles et les réparations de la maison, nous voilà confrontés à une richesse inespérée. Mais le visage de Pierre s'était assombri au fur et à mesure que les implications de cette révélation prenaient forme dans son esprit. Son héritage, ce garage qu'il imaginait déjà comme le tremplin vers une nouvelle vie, pâlissait soudain face à la valeur de l'appartement marseillais. Le notaire avait précisé que le garage, bien que comprenant un terrain de taille respectable, ne valait guère plus de 80 000 €, et encore, dans le meilleur des cas. « Il doit y avoir une erreur », avait murmuré Pierre, ses mains tremblant légèrement. Pourquoi grand-père aurait-il légué un bien si précieux à Élise? Ils se connaissaient à peine. Le notaire avait secoué la tête avec la patience lassée de celui qui a déjà eu cette conversation 1000 fois. « Je comprends votre surprise, monsieur Moreau, mais le testament est parfaitement clair et légal. Votre grand-père était en pleine possession de ses moyens mentaux quand il l'a rédigé, il y a de cela 2 ans. Il m'a même confié, je cite, « Élise a toujours été la seule à regarder mes vieilles photos avec intérêt lors des repas de famille. Elle mérite quelque chose de beau. » Cette phrase m'avait bouleversée. Il était vrai que lors de nos rares visites chez Marcel, j'avais toujours été attirée par ces albums photos qu'il laissait traîner sur sa table basse. Des clichés jaunis de Marseille dans les années 50, de sa jeunesse passée dans la cité phocéenne, avant qu'il ne s'installe dans le Nord pour y fonder une famille. Je m'étais souvent demandé pourquoi il avait gardé cet appartement marseillais pendant toutes ces années, se contentant de le louer à des étudiants. Le trajet du retour avait été silencieux, chacun de nous digérant cette nouvelle réalité. Pierre conduisait les mâchoires serrées, ses articulations blanchies tant il serrait le volant. J'avais tenté quelques approches, des « Pierre, il faut qu'on parle » ou des « Tu sais, on pourrait peut-être », mais il m'avait coupé d'un geste sec de la main. Une fois arrivé à la maison, la tempête avait éclaté. Pierre avait claqué la porte avec une violence inouïe, faisant trembler les murs de notre petit pavillon. Sa colère,
contenu pendant tout le trajet, explosait enfin au grand jour. « Tu te rends compte de ce qui vient de se passer ?» avait-il hurlé, se retournant vers moi avec des yeux que je ne lui connaissais pas. « Tu as hérité d'un appartement qui vaut 5 fois plus que tout ce que nous possédons. Et moi, son petit-fils, son propre sang, qu'est-ce que j'ai eu? Un garage pourri qui tombe en ruine. » J'avais essayé de le calmer, de lui expliquer que cet héritage nous concernait tous les deux, que nous étions mariés et que ses biens étaient aussi les miens. Mais Pierre ne voulait rien entendre. Sa frustration, accumulée au fil des années d'un travail qu'il détestait, de rêves constamment reportés, trouvait enfin un exutoire dans cette injustice qu'il percevait comme personnelle. « Non, Élise, ce n'est pas nous qui avons hérité. C'est toi, uniquement toi. Tu ne vois pas que ça change tout entre nous? Avant, nous étions égaux, nous construisions ensemble. Maintenant, tu es riche, et moi je ne suis plus rien à côté de toi. » Ces mots m'avaient blessé profondément. Comment pouvait-il penser que de l'argent, même beaucoup d'argent, pourrait changer les sentiments que j'avais pour lui? Nous nous étions mariés par amour. Nous avions traversé ensemble les épreuves de la vie, construit notre relation sur la confiance et le respect mutuel. Cet héritage inattendu devait être une chance pour nous, pas une source de division. « Pierre, écoute-moi », avais-je tenté, m'approchant de lui avec précaution. « Cet argent, nous pourrions l'utiliser pour réaliser tes projets. Tu pourrais rénover le garage, en faire quelque chose de magnifique. Nous pourrions même déménager à Marseille, recommencer à zéro tous les deux. » Mais plus je parlais, plus son visage se fermait. Ma générosité, que je pensais apaisante, ne faisait qu'accentuer son sentiment d'humiliation. Dans son esprit torturé par la jalousie et la frustration, mes propositions résonnaient comme de la condescendance, comme si j'acceptais de lui faire l'aumône de ce qui me revenait de droit. « Tu ne comprends pas ?» avait-il explosé de nouveau. « Je ne veux pas de ta pitié. Je ne veux pas que tu me fasses la charité avec l'argent que tu as eu sans rien faire. Tu crois que ça va arranger les choses entre nous? Tu crois que je vais accepter de vivre comme un parasite, entretenu par sa femme ?» La conversation avait dégénéré rapidement. Pierre, dans sa colère, avait commencé à m'accuser de tous les maux. Selon lui, j'avais dû manipuler son grand-père d'une manière ou d'une autre, user de mon charme pour obtenir cet héritage. Il m'accusait d'avoir été hypocrite, de m'être montré intéressé par les photos de Marcel, uniquement dans l'espoir d'en tirer profit. « Tu es vraiment une idiote si tu crois que je vais gober ça ?» avait-il craché, son visage déformé par la rage. Personne ne lègue un appartement de cette valeur à quelqu'un qu'il connaît à peine. Qu'est-ce que tu lui as fait, hein? Qu'est-ce que tu lui as promis? Ces insinuations étaient ignobles. L'idée qu'il puisse penser que j'avais été capable de séduire ou de manipuler un vieil homme pour obtenir son argent me révoltait. Marcel avait toujours été correct avec moi. Jamais il n'y avait eu le moindre geste déplacé ou la moindre ambiguïté dans nos relations. « Pierre, tu dis n'importe quoi. Tu sais très bien que jamais je n'aurais été capable de... »« De quoi ?» m'avait-il interrompu, ses yeux brillants d'une lueur mauvaise. « De coucher avec un vieux pour de l'argent? Avec ta petite mine d'innocente qui sait de quoi tu es capable quand il s'agit d'argent ?» Cette accusation avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Après 15 ans de mariage, après tout ce que nous avions partagé, il était capable de me traiter de prostituée. La douleur que j'avais ressentie à cet instant dépassait tout ce que j'avais pu éprouver jusqu'alors. « Comment peux-tu dire ça ?» avais-je murmuré, les larmes aux yeux. « Comment peux-tu penser ça de moi ?» Mais Pierre était lancé dans sa fureur destructrice, incapable de s'arrêter. « Je ne te reconnais plus, Élise. Ou plutôt, je découvre enfin qui tu es vraiment. Une arriviste, une calculatrice. Tu as dû préparer ton coup pendant des années, te faire bien voir du vieux pour qu'il te couche sur son testament. » J'avais reculé, physiquement et émotionnellement. L'homme qui se tenait devant moi, qui m'insultait avec une violence inouïe, n'était plus le Pierre que j'avais épousé. La jalousie et la frustration avaient révélé en lui une face sombre que je n'avais jamais soupçonnée. « Tu sais quoi ?» avait-il continué, sa voix devenant glaciale. « Tu as ton appartement, tu as ton argent, alors débrouille-toi. Moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec une idiote sans valeur comme toi. » Ces mots, idiote sans valeur, avaient résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Jamais, en 15 ans de vie commune, Pierre ne m'avait parlé avec un tel mépris. J'avais l'impression que notre mariage venait de mourir sous mes yeux, tué par l'avarice et la petitesse d'esprit. « Sors de chez moi !» avait-il hurlé, montrant la porte du doigt. « Va donc profiter de ton héritage. Va te pavaner dans ton appartement de riche. Mais ne compte plus sur moi pour faire semblant d'être heureux pour toi. » J'avais regardé autour de moi, cette maison qui avait été la nôtre pendant tant d'années,
ces meubles que nous avions choisis ensemble, ces photos de nos vacances accrochées au mur. Tout cela semblait soudain appartenir à une autre vie, à une autre femme que celle que j'étais devenue en l'espace de quelques heures. « Pierre, s'il te plaît », avais-je tenté une dernière fois. « Nous sommes mariés, nous pouvons surmonter ça ensemble. »« Il n'y a plus de nous », avait-il répliqué avec hargne. « Il n'y a plus que toi avec ton argent et moi avec ma fierté, et ma fierté me dit de ne plus jamais te voir. » J'avais compris qu'il était inutile d'insister. La blessure était trop profonde, la colère trop grande. J'avais rassemblé quelques affaires dans un sac, pris mes papiers et mes clés de voiture. Avant de partir, j'avais posé sur la table de la cuisine les clés de l'appartement marseillais que le notaire m'avait remise. « Si tu changes d'avis, » avais-je dit d'une voix tremblante, « tu sais où me trouver. » Mais Pierre avait détourné la tête, refusant même de me regarder partir. J'avais refermé la porte derrière moi, avec la sensation de fermer définitivement un chapitre de ma vie. Une fois dans ma voiture, j'avais éclaté en sanglots. Où pouvais-je aller? Mes parents étaient décédés depuis plusieurs années, et mes amis proches étaient aussi ceux de Pierre. Je n'avais pas envie d'expliquer notre dispute, de revivre cette humiliation devant des tiers. L'appartement marseillais était à plus de 1000 kilomètres, et je n'avais pas l'énergie de prendre la route dans mon état. C'est alors que j'avais repensé au garage. Le garage que Pierre avait hérité de son grand-père, situé à seulement quelques kilomètres de chez nous. Pierre m'avait jeté dehors, mais il ne m'avait pas interdit d'aller au garage. Après tout, c'était un lieu de travail, pas un domicile. J'avais les clés, que Marcel m'avait données quelques mois avant sa mort lors d'une de nos visites, me demandant de surveiller les lieux en cas d'absence. J'avais pris la direction de la rue des Acacias, mes pensées tourbillonnant dans ma tête. Comment en étions-nous arrivés là? Comment un héritage qui aurait dû nous rapprocher avait-il pu nous séparer aussi violemment? J'avais l'impression de vivre un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Le garage de Marcel se trouvait dans une zone industrielle en périphérie de la ville, coincé entre un entrepôt de matériaux et un atelier de menuiserie. De l'extérieur, il ne payait pas de mine. Une façade en béton gris défraîchi, une grande porte métallique rouillée, quelques fenêtres sales qui laissaient filtrer une lumière jaunâtre. J'avais toujours pensé que Pierre idéalisait ce lieu, qu'il voyait en lui un potentiel que moi je ne parvenais pas à saisir. J'avais garé ma voiture sur le petit parking gravillonné qui jouxtait le bâtiment. La nuit tombait déjà, et les lampadaires de la rue éclairaient faiblement les environs. Il n'y avait personne dans le secteur à cette heure-ci, les autres entreprises ayant fermé leurs portes en fin d'après-midi. Debout devant la porte du garage, j'avais hésité quelques instants. Avais-je vraiment le droit d'être là? Pierre m'avait peut-être légalement le droit d'utiliser ce lieu, mais moralement, étais-je en position de m'y installer, même temporairement? La fatigue et le chagrin avaient finalement eu raison de mes scrupules. J'avais besoin d'un endroit où me poser, où réfléchir à la suite des événements. La serrure avait résisté quelques secondes avant de céder. J'avais poussé la lourde porte métallique, qui s'était ouverte dans un grincement sinistre. L'odeur qui s'était échappée du garage m'avait immédiatement saisi. Un mélange d'huile de moteur, de métal rouillé et de vieille poussière. J'avais cherché à tâtons l'interrupteur électrique, mes doigts effleurant le mur humide jusqu'à trouver le commutateur. La lumière s'était allumée avec un claquement sec, révélant l'intérieur du garage dans toute sa splendeur délabrée. J'avais fait quelques pas prudents à l'intérieur, mes yeux s'habituant progressivement à l'éclairage blafard des néons qui grésillaient au plafond. L'espace était plus grand que je ne l'avais imaginé, avec une hauteur sous plafond impressionnante et des murs couverts d'étagères métalliques surchargées d'outils et de pièces détachées. Mais ce qui m'avait immédiatement frappé, c'était l'ordre qui régnait dans ce lieu apparemment chaotique. Chaque outil semblait avoir sa place, chaque vis sa boîte, chaque produit son étagère. Marcel avait été un homme méticuleux. Cela se voyait dans la façon dont il avait organisé son espace de travail. Les établis étaient là propres, les machines bien entretenues, et même les chiffons usagés étaient soigneusement pliés dans des bacs prévus à cet effet. Au centre du garage trônaient 2 véhicules recouverts de bâches poussiéreuses. J'avais soulevé un coin de la première bâche, découvrant une Citroën DS noire dont la carrosserie brillait encore malgré les années. La seconde cachait une Peugeot 404 blanche, visiblement en cours de restauration. Ces voitures témoignaient de la passion de Marcel pour la mécanique automobile, une passion que Pierre avait héritée de lui. J'avais refermé la porte du garage derrière moi, actionnant le verrou de sécurité. Le silence qui régnait dans ce lieu était apaisant, après la tempête émotionnelle que je venais de traverser. Pour la première fois depuis l'annonce de l'héritage, je pouvais enfin respirer, loin des regards accusateurs de Pierre et de ses mots blessants. J'avais trouvé un vieux canapé en cuir, dans un coin du garage, probablement installé par Marcel pour ses pauses. Il était usé mais confortable, et j'avais décidé de m'y installer pour la nuit. De toute façon,
Je n'avais nulle part où aller, et l'idée de chercher un hôtel à cette heure tardive ne m'enchantait guère. En m'asseyant sur le canapé, j'avais remarqué une petite table basse sur laquelle étaient interposés plusieurs objets personnels de Marcel. Une pipe, un cendrier, quelques magazines automobiles jaunis et un carnet à la couverture de cuir rouge. J'avais pris le carnet, hésitant à l'ouvrir. Était-ce indiscret de lire les notes personnelles d'un mort? Mais la curiosité avait été plus forte que les scrupules. Les premières pages contenaient des listes de pièces détachées, des adresses de fournisseurs, des notes techniques sur diverses réparations. L'écriture de Marcel était fine et appliquée, celle d'un homme habitué à la précision. Plus je tournais les pages, plus les annotations devenaient personnelles. Des réflexions sur la vie, des souvenirs de jeunesse, des regrets aussi. Une page en particulier avait attiré mon attention. Elle était datée du mois de mars précédent, quelques mois seulement avant la mort de Marcel. J'avais lu ces lignes avec une émotion grandissante. Élise est venue avec Pierre aujourd'hui. Elle s'est encore intéressée à mes photos de Marseille. Cette petite me rappelle ma chère Simone. La même curiosité dans le regard, la même gentillesse naturelle. Pierre ne se rend pas compte de la chance qu'il a. J'espère qu'il saura la rendre heureuse. Ces mots m'avaient profondément émue. Marcel avait donc pensé à moi, bien plus que je ne l'avais imaginé. Sa décision de me léguer l'appartement marseillais n'était pas le fruit du hasard, mais d'une réflexion mûrie, d'une affection sincère que je n'avais pas perçue de son vivant. J'avais continué à lire, découvrant d'autres passages me concernant. Marcel racontait comment il avait remarqué ma façon de regarder ses photos, mes questions sur son passé marseillais, ma capacité à l'écouter parler de sa jeunesse, quand les autres membres de la famille s'ennuyaient visiblement. Il écrivait aussi ses inquiétudes concernant Pierre, qu'il trouvait parfois dur avec moi, trop centré sur lui-même. Pierre ressemble à son père, avait-il écrit dans une entrée datée du mois de mai. Même égoïsme, même incapacité à voir la valeur des autres. J'espère que l'héritage lui ouvrira les yeux, qu'il comprendra enfin la chance qu'il a d'avoir épousé Élise. Sinon, au moins, elle aura de quoi refaire sa vie loin de lui. Cette dernière phrase m'avait coupé le souffle. Marcel avait-il prévu que son héritage créerait des tensions dans notre couple? Avait-il volontairement testé Pierre, sachant que sa réaction révélerait sa véritable nature? L'idée que ce vieil homme discret ait pu orchestrer une telle situation me troublait profondément. J'avais refermé le carnet et m'étais allongée sur le canapé, ramenant mes genoux contre ma poitrine. Les événements de la journée défilaient dans ma tête comme un film accéléré. La lecture du testament, la colère de Pierre, ses accusations ignobles, ma fuite vers ce garage. Quelques heures plus tôt, j'étais encore une femme mariée avec une vie tranquille et prévisible. Maintenant, je me retrouvais seule, sans domicile, propriétaire d'un appartement que je n'avais jamais vu. Le sommeil avait tardé à venir. Les bruits de la nuit industrielle rythmaient mes pensées. Le passage occasionnel d'un camion sur la route, le claquement métallique des bâtiments qui se refroidissaient, le murmure lointain d'une autoroute. J'avais fini par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de rêves confus où Pierre et Marcel se disputaient ma destinée. Je m'étais réveillée au petit matin, courbaturée par ma nuit sur le canapé. Les premiers rayons du soleil filtraient à travers les fenêtres sales du garage, créant des raies de lumière poussiéreuse dans l'atmosphère confinée. J'avais eu besoin de quelques secondes pour me rappeler où je me trouvais et pourquoi. La réalité m'était revenue comme une gifle. Pierre, la dispute, l'héritage, tout était encore bien réel. J'avais consulté mon téléphone portable, 7 heures du matin, et aucun message de mon mari. J'avais espéré, malgré tout, qu'il m'ait appelé dans la nuit, qu'il ait regretté ses paroles. Mais non, rien. Le silence radio complet. J'avais décidé de me lever et d'explorer plus attentivement le garage. En plein jour, l'endroit révélait des détails que j'avais manqués la veille. Dans un coin, une petite kitchenette sommaire avait été aménagée. Un évier, une plaque électrique, un réfrigérateur miniature. Marcel avait visiblement l'habitude de passer de longues heures dans son garage et s'était organisé pour y prendre ses repas. J'avais ouvert le réfrigérateur, découvrant quelques bouteilles d'eau, des conserves périmées et une bouteille de vin rouge entamée. J'avais pris une bouteille d'eau et m'étais dirigée vers l'évier pour me rafraîchir le visage. L'eau était fraîche et m'avait fait du bien. Je commençais à me sentir un peu plus humaine. En fouillant dans les placards de la kitchenette, j'avais trouvé du café soluble et des biscuits industriels. Ce n'était pas un petit déjeuner de roi, mais cela ferait l'affaire. J'avais fait chauffer de l'eau et préparé un café fort, espérant que la caféine m'aiderait à y voir plus clair dans ma situation. Assise sur le canapé avec ma tasse fumante, j'avais commencé à réfléchir à mes options. Je pouvais rentrer chez moi,
m'excuser auprès de Pierre, faire comme si rien ne s'était passé. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Ces mots de la veille avaient créé une blessure trop profonde pour être ignorée. Comment vivre avec un homme qui vous a traité d'idiote sans valeur? Comment partager son lit avec quelqu'un qui vous a accusé de prostitution? L'alternative était de partir, de prendre la route pour Marseille et découvrir cet appartement qui était désormais le mien. L'idée m'effrayait autant qu'elle m'excitait. J'avais vécu toute ma vie dans la même région, dans la même routine. L'inconnu me terrifiait, mais en même temps, il représentait peut-être une chance de renaissance. J'avais repris le carnet de Marcel, relisant ses notes avec une attention nouvelle. Une phrase en particulier m'avait marqué. L'appartement de la Canebière garde tous mes souvenirs de bonheur. Peut-être apportera-t-il le bonheur à quelqu'un d'autre. Marcel avait été heureux à Marseille, avant de s'installer dans le Nord. Peut-être que cet appartement portait effectivement bonheur. Vers 9 heures, j'avais entendu une voiture se garer devant le garage. Mon cœur s'était mis à battre plus vite. Pierre venait-il me chercher? Avait-il réfléchi? J'avais regardé par la fenêtre, mais ce n'était pas sa voiture. Un homme en costume descendait d'une berline noire, une mallette à la main. J'avais ouvert la porte du garage, intriguée. L'homme s'était approché avec un sourire professionnel. « Madame Moreau, je suppose ?» avait-il dit en me tendant la main. « Je suis maître Renaud, huissier de justice. Maître Dubois m'a demandé de vous remettre ceci. » Il avait sorti de sa mallette une enveloppe épaisse, portant le sceau du notaire. J'avais signé un reçu et pris l'enveloppe avec appréhension. Qu'est-ce qui pouvait être si urgent pour justifier l'envoi d'un huissier? Une fois l'homme reparti, j'avais décacheté l'enveloppe. Elle contenait plusieurs documents. Les clés de l'appartement marseillais, un dossier complet sur le bien, plan, diagnostic, état des lieux, et une lettre manuscrite de Marcel que le notaire avait trouvée dans ses affaires personnelles. J'avais d'abord lu la lettre, écrite de cette même écriture fine que j'avais découverte dans le carnet. « Ma chère Élise, si vous lisez ces mots, c'est que je ne suis plus de ce monde, et que vous avez appris la nouvelle de votre héritage. Je suppose que cela vous a surprise, peut-être même choquée. Laissez-moi vous expliquer. L'appartement de Marseille a été le théâtre des plus beaux moments de ma vie. J'y ai vécu avec ma première épouse, Simone, celle qui restera toujours le grand amour de ma vie. Nous étions jeunes, insouciants, amoureux. Cet appartement a été notre nid d'amour, notre refuge, notre paradis. Quand Simone est morte dans cet accident de voiture, j'ai cru mourir avec elle. J'ai fui Marseille, incapable de supporter les souvenirs. Je me suis installée dans le Nord. J'ai refait ma vie, fondé une famille. Mais jamais je n'ai pu me résoudre à vendre cet appartement. Il représentait tout ce que j'avais perdu, mais aussi tout ce que j'avais vécu de plus beau. Pendant toutes ces années, j'ai loué l'appartement à des étudiants, des jeunes couples, des gens de passage. J'espérais qu'ils y seraient heureux, qu'ils y créeraient leurs propres souvenirs d'amour. Mais au fond de moi, je savais que cet appartement attendait quelqu'un de spécial, quelqu'un qui saurait en apprécier la valeur sentimentale autant que matérielle. Quand j'ai appris à vous connaître, à travers les visites que vous rendiez avec Pierre, j'ai compris que vous étiez cette personne. Votre regard quand vous regardiez mes photos de Marseille, votre façon de m'écouter parler de ma jeunesse, votre gentillesse naturelle, tout cela m'a rappelé ma chère Simone. Je me suis aussi rendu compte que Pierre ne vous méritait pas. Oh, ne vous méprenez pas, je ne déteste pas mon petit-fils, mais je vois bien qu'il ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Il vous considère comme acquise, il ne voit pas la perle rare que vous êtes. J'espère que cet héritage vous ouvrira des portes, vous donnera la liberté de choisir votre vie. Si Pierre est l'homme que j'espère qu'il est, il comprendra sa chance et saura vous reconquérir. Sinon, au moins, aurez-vous les moyens de recommencer ailleurs. L'appartement vous attend, avec tous ses secrets et ses trésors. Prenez-en soin, soyez-y heureuse, et n'oubliez pas que quelque part, un vieil homme vous regarde avec tendresse. Avec toute mon affection, Marcel. Les larmes me piquaient les yeux. Cette lettre était un testament d'amour, un message d'espoir de la part d'un homme qui avait souffert mais qui voulait que le bonheur renaisse dans son ancien foyer. Marcel avait vu juste concernant Pierre, et sa générosité envers moi prenait maintenant tout son sens. J'avais ensuite examiné les documents concernant l'appartement. Les photos m'avaient en coupé le souffle. Ce n'était pas seulement un appartement, c'était un petit bijou architectural. Situé au 2e étage d'un immeuble haussmannien, il donnait effectivement sur le vieux port. Les pièces étaient spacieuses, lumineuses, meublées avec goût dans un style mêlant l'ancien et le moderne. La cuisine était entièrement équipée, le salon disposait d'une cheminée en marbre, et la terrasse offrait une vue imprenable sur la mer. J'avais du mal à croire que tout cela m'appartenait désormais. C'était comme un rêve, trop beau pour être vrai. J'avais passé une bonne partie de la matinée à étudier les documents,
à imaginer ma vie dans cet appartement. Pour la première fois depuis l'annonce de l'héritage, j'osais envisager l'avenir avec optimisme. Peut-être que Marcel avait raison, peut-être que ce changement radical était exactement ce dont j'avais besoin. Vers midi, j'avais entendu de nouveau une voiture se garer devant le garage. Cette fois, j'avais reconnu le ronronnement familier de la voiture de Pierre. Mon cœur s'était mis à battre la chamade. Venait-il s'excuser? Avait-il réfléchi à ses paroles de la veille? J'avais regardé par la fenêtre et vu Pierre descendre de sa voiture, une expression déterminée sur le visage. Il ne semblait pas particulièrement repentant, plutôt résolu. J'avais ouvert la porte du garage avant qu'il n'ait le temps de frapper. « Élise », avait-il dit simplement, sans me regarder dans les yeux. « Il faut qu'on parle. » J'avais reculé pour le laisser entrer, mon cœur battant d'espoir et d'appréhension. Peut-être allions-nous enfin pouvoir avoir une conversation d'adultes, sans cris ni accusation. Pierre avait fait quelques pas dans le garage, regardant autour de lui comme s'il découvrait les lieux pour la première fois. Son regard s'était attardé sur le canapé où j'avais passé la nuit, sur la tasse de café encore fumante, sur les documents étalés sur la table basse. « Tu as passé la nuit ici ?» avait-il demandé, et j'avais perçu dans sa voix une note qui pouvait être de la culpabilité ou de la simple curiosité. « Oui », avais-je répondu simplement. Je n'avais nulle part où aller. Il avait hoché la tête, toujours sans me regarder. Puis il avait pris une grande inspiration, comme s'il se préparait à prononcer un discours important. « J'ai réfléchi cette nuit », avait-il commencé, « à ce qui s'est passé, à ce que j'ai dit. Je me suis peut-être emportée. J'avais attendu la suite, espérant des excuses, une reconnaissance de ses torts, mais Pierre avait continué dans une direction que je n'avais pas anticipée. « J'ai une proposition à te faire », avait-il dit en me regardant enfin dans les yeux. « Un arrangement qui pourrait nous convenir à tous les deux. »« Quel genre d'arrangement ?» avais-je demandé, déjà méfiante. « Tu vends l'appartement de Marseille », avait-il dit d'une voix qui se voulait raisonnable. « Avec l'argent, nous rachetons le garage à la succession. Nous le rénovons, nous en faisons quelque chose de rentable. Nous partageons les bénéfices 50-50. Tu récupères ton investissement, et moi j'ai enfin mon garage. » J'avais regardé Pierre avec incrédulité. Après tout ce qui s'était passé, après les insultes et les accusations, il venait me proposer un arrangement purement financier. Où étaient les excuses? Où était la reconnaissance de ses erreurs? Et nous, avais-je demandé, notre couple, notre mariage? Tu n'en parles pas. Pierre avait haussé les épaules, comme si cette question était secondaire. Nous verrons bien. Si l'affaire marche, si nous arrivons à travailler ensemble, peut-être que nous pourrons reconstruire quelque chose. Mais d'abord, il faut régler cette histoire d'héritage. J'avais compris à cet instant que Pierre n'avait pas changé d'avis. Il ne regrettait pas ses paroles. Il ne s'excusait pas. Il cherchait simplement un moyen de tirer profit de mon héritage, de transformer ma richesse soudaine en opportunité pour lui. « Tu n'as pas compris », avais-je dit doucement. « Ce n'est pas de l'argent dont nous avons besoin, c'est de respect mutuel. Tu m'as traité d'idiote sans valeur, tu m'as accusé de prostitution. Et maintenant, tu viens me proposer un arrangement commercial ?» Pierre avait rougi, mais son expression était restée fermée. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. J'étais en colère, frustrée. Mais maintenant, il faut être pragmatique. Nous avons une chance de réussir ensemble. Pourquoi la gâcher? Parce que tu n'as pas changé, avais-je explosé. Tu continues à ne voir que l'aspect financier. Tu ne penses qu'à toi, à ton garage, à tes projets. Et moi dans tout ça? Mes sentiments, mes rêves, mes envies. Pierre avait paru surpris par ma véhémence. Mais enfin, Élise, de quoi tu parles? Tu n'as jamais eu de projet particulier. Tu t'es toujours contentée de me suivre. Cette phrase avait été le coup de grâce. Pierre ne me connaissait pas, ne m'avait jamais vraiment connue. Pour lui, j'étais juste une épouse docile, sans ambition personnelle, sans désir propre. Il ne pouvait pas concevoir que je puisse avoir envie d'autre chose que de le suivre dans ses projets. « Tu as raison », avais-je dit calmement. « Je n'ai jamais eu de projet, mais maintenant j'en ai un. Je vais à Marseille. » Le visage de Pierre s'était décomposé. « Élise, ne fais pas l'idiote. Qu'est-ce que tu irais faire à Marseille? Tu ne connais personne là-bas. J'ai un appartement là-bas, avais-je répondu, et j'ai envie de découvrir cette ville, de recommencer ma vie. Marcel m'a donné cette chance, et je vais la saisir. Tu ne peux pas partir comme ça, avait protesté Pierre. Nous sommes mariés, tu as des responsabilités. Quelles responsabilités? Avais-je demandé. Envers qui? Envers toi qui m'as jeté dehors hier soir? Envers toi qui ne me considère que comme un moyen de financer tes projets? Pierre avait commencé à s'agiter, réalisant que les choses ne se déroulaient pas comme il l'avait prévu. Élise, réfléchis, tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sur un coup de tête.
Et l'argent? L'appartement vaut une fortune. Tu ne peux pas gaspiller ça. Je ne gaspille rien, avais-je répliqué fermement. Je choisis ma vie. Pour la première fois depuis 15 ans, je choisis ma vie. J'avais rassemblé les documents sur la table, les glissant dans une enveloppe. Pierre me regardait faire avec une expression paniquée. « Élise, je t'en prie », avait-il dit d'une voix qui tremblait légèrement. « Ne gâche pas tout. Nous pouvons arranger les choses. Je ferai des efforts, je te le promets. » J'avais levé les yeux vers lui, et pour la première fois depuis le début de cette conversation, j'avais vu une faille dans son armure. Il avait peur, peur de me perdre, peur de perdre l'argent, peur de se retrouver seul avec ses regrets. « Il est trop tard, Pierre, » avais-je dit doucement. « Tu as montré hier soir qui tu étais vraiment, et moi, j'ai découvert qui je pouvais devenir. J'avais pris mes affaires, vérifié que j'avais bien tous les documents importants. Pierre me suivait dans mes mouvements, cherchant encore des arguments pour me retenir. « Et le divorce ?» avait-il demandé soudain. « Tu as pensé au divorce? Ça va coûter cher, ça va prendre du temps. » J'avais souri tristement. Même dans un moment pareil, Pierre pensait encore à l'argent. « Mon avocat s'en occupera ?» avais-je répondu. « Je vais d'abord m'installer à Marseille, puis je verrai pour les démarches. » J'avais ouvert la porte du garage, me dirigeant vers ma voiture. Pierre m'avait suivi, visiblement désespéré. « Élise, je t'aime !» avait-il crié au moment où je montais dans ma voiture. « Malgré tout ce qui s'est passé, je t'aime. » J'avais marqué une pause, la main sur la portière. Ces mots que j'avais tant espéré entendre la veille. Ils arrivaient trop tard, dans un contexte qui leur ôtait toute crédibilité. « Non, Pierre, » avais-je dit en le regardant une dernière fois. « Tu aimes l'idée d'avoir une femme. Tu aimes l'idée d'avoir accès à mon argent. Mais moi, Élise, tu ne m'as jamais vraiment aimée. Sinon, tu m'aurais respectée. » J'avais démarré ma voiture, laissant Pierre planté sur le parking du garage. Dans le rétroviseur, je l'avais vu rester immobile, les bras ballants, regardant ma voiture s'éloigner. J'avais eu un pincement au cœur, mais je savais que je prenais la bonne décision. La route vers Marseille m'attendait, et avec elle, une nouvelle vie. J'avais peur, c'était indéniable, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais aussi espoir. Marcel m'avait offert bien plus qu'un appartement. Il m'avait offert la liberté. Le voyage vers Marseille avait duré près de 12 heures, avec plusieurs pauses pour me reposer et réfléchir à ce que je faisais. J'avais quitté la région parisienne dans l'après-midi, traversé la France du nord au sud, regardant défiler les paysages qui changeaient progressivement, passant des plaines agricoles au premier relief, puis aux collines de Provence. Chaque kilomètre parcouru m'éloignait un peu plus de ma vie d'avant et me rapprochait de l'inconnu. La nuit était tombée quand j'avais enfin aperçu les lumières de Marseille s'étaler devant moi comme un tapis scintillant. La ville s'étendait jusqu'à la mer, ses lumières se reflétant dans l'eau noire du port. J'avais ressenti un mélange d'excitation et d'appréhension en pénétrant dans cette cité qui allait peut-être devenir ma nouvelle maison. Suivant les indications du GPS, j'avais navigué dans les rues marseillaises jusqu'au boulevard de la Canebière. L'immeuble se dressait devant moi, imposant et élégant, typique de l'architecture haussmannienne du XIXe siècle. Sa façade en pierre blonde était ornée de balcons en fer forgé, et les grandes fenêtres laissaient filtrer la lumière chaude des appartements habités. J'avais garé ma voiture dans une rue adjacente et récupéré mes affaires dans le coffre. Mon cœur battait fort quand j'avais poussé la lourde porte d'entrée de l'immeuble. Le hall était spacieux et bien entretenu, avec un sol en marbre et des boîtes aux lettres en cuivre patiné. L'ascenseur, bien qu'ancien, fonctionnait parfaitement et m'avait mené au 2e étage sans encombre. Devant la porte de l'appartement, j'avais hésité quelques instants avant d'introduire la clé dans la serrure. C'était le moment de vérité, celui où j'allais découvrir ce lieu qui était désormais le mien. La porte s'était ouverte dans un léger grincement, révélant un couloir éclairé par une applique en verre dépoli. Mes premiers pas dans l'appartement m'avaient littéralement coupé le souffle. Les photos que j'avais vues dans le dossier du notaire ne rendaient pas justice à la réalité. L'espace était magnifique, baigné d'une lumière douce qui provenait des lampes laissées allumées par l'ancienne locataire. Le parquet en chêne massif craquait agréablement sous mes pieds, et l'odeur qui régnait dans l'appartement était celle de la cire d'abeille, mélangée à une subtile fragrance de lavande. Le salon était spacieux et lumineux, meublé avec un goût exquis. Un canapé en cuir beige faisait face à une cheminée en marbre blanc, flanquée de 2 fauteuils assortis. Une bibliothèque en bois sombre occupait un mur entier, rempli de livres aux reliures anciennes. Mais ce qui m'avait le plus impressionné, c'étaient les grandes fenêtres-portes qui donnaient sur une terrasse et offraient une vue spectaculaire sur le vieux port. J'étais sortie sur la terrasse, mes mains se crispant sur la rambarde en fer forgé. Le spectacle qui s'offrait à moi était éblouissant.
Le port s'étendait en contrebas, avec ses bateaux de plaisance qui se balançaient doucement dans la marina, leurs mâts se balançant comme une forêt urbaine. Au loin, je distinguais les lumières du fort Saint-Nicolas et de Notre-Dame de la Garde, qui veillaient sur la ville du haut de sa colline. Les larmes m'étaient montées aux yeux, non pas de tristesse cette fois, mais d'émotion pure. Comment Marcel avait-il pu se résoudre à quitter un endroit pareil? Comment avait-il pu vivre loin de cette beauté pendant toutes ces années? Je comprenais maintenant pourquoi il n'avait jamais voulu vendre cet appartement. C'était effectivement un petit paradis. J'avais visité le reste de l'appartement avec la même émerveillement. La cuisine était moderne et entièrement équipée, avec des plans de travail en granit et des appareils électroménagers haut de gamme. La chambre principale disposait d'un lit king size et d'une armoire ancienne qui sentait bon la lavande. La salle de bain était luxueuse, avec une baignoire à pieds griffés et une douche à l'italienne. Mais c'est dans le bureau que j'avais fait la découverte la plus émouvante. Marcel avait laissé des traces de sa présence partout, des photos de lui et de sa première épouse Simone accrochées au mur, un secrétaire ancien où s'empilaient des lettres jaunies, et surtout, un album photo ouvert sur le bureau, comme s'il l'avait consulté récemment. J'avais feuilleté l'album avec précaution, découvrant l'histoire d'amour de Marcel et Simone. Les photos montraient un jeune couple radieux dans les années 50. Simone en robe à pois sur la Canebière, Marcel en costume sur les marches de la gare Saint-Charles, tous les deux enlacés sur une plage des Calanques. Leur bonheur crevait les yeux, et je comprenais maintenant la douleur que Marcel avait dû ressentir en perdant cette femme. La dernière photo de l'album m'avait particulièrement touchée. Elle montrait Simone enceinte, rayonnante, caressant son ventre arrondi devant la fenêtre de cet appartement. Au dos, Marcel avait écrit « Simone, enceinte de 3 mois. Nous attendions tellement cet enfant. » J'avais réalisé avec un pincement au cœur que Simone avait dû perdre l'enfant en même temps que la vie dans cet accident de voiture. J'avais refermé l'album, ému par cette histoire tragique. Marcel avait vécu dans cet appartement les plus beaux moments de sa vie, mais aussi la plus grande tragédie. Comment avait-il trouvé la force de recommencer, de refonder une famille dans le Nord? Et surtout, comment avait-il trouvé la générosité de me léguer ce lieu chargé de tant de souvenirs? La fatigue du voyage commençait à se faire sentir, et j'avais décidé de m'installer pour la nuit. J'avais trouvé des draps propres dans une armoire et refait le lit. Puis j'avais pris une douche, me délassant enfin après ces journées éprouvantes. L'eau chaude coulant sur ma peau m'avait fait un bien immense, lavant symboliquement la poussière du passé. Allongé dans le grand lit, j'avais contemplé le plafond orné de moulures délicates. Pour la première fois depuis l'annonce de l'héritage, je me sentais en paix. Cet appartement dégageait une sérénité, une harmonie qui contrastait avec la tension des derniers jours. Marcel avait eu raison. Cet endroit portait effectivement bonheur. Je m'étais endormie bercée par les bruits de la ville et du port, si différents de ceux de ma banlieue parisienne. Le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, le cri lointain des mouettes, le murmure de la circulation sur la Canebière créaient une symphonie urbaine apaisante. Le lendemain matin, je m'étais réveillée avec le soleil qui filtrait à travers les voilages. J'avais ouvert les fenêtres-portes en grand, laissant entrer l'air marin et les odeurs de la ville qui s'éveillaient. Le spectacle matinal sur le port était encore plus beau que la veille. Les bateaux de pêche rentraient de leur sortie nocturne, les premiers touristes déambulaient sur les quais et les terrasses des cafés s'animaient doucement. J'avais préparé mon petit déjeuner dans la cuisine, découvrant avec plaisir que Marcel avait laissé quelques provisions de base, café, thé, biscuits, confiture. En buvant mon café sur la terrasse, je m'étais sentie comme en vacances, libérée du poids des habitudes et des contraintes. Mon téléphone avait sonné vers 9h. C'était Pierre. J'avais hésité avant de décrocher, mais la curiosité avait été plus forte. « Élise, où es-tu » avait-il demandé d'une voix tendue. « Tu n'es pas rentrée hier soir. Je suis à Marseille » avais-je répondu simplement. Un silence avait suivi cette révélation. « Tu y es vraiment allée » avait-il balbutié. « Mais enfin, Élise, tu ne peux pas prendre des décisions pareilles sans réfléchir. »« J'ai réfléchi » avais-je dit calmement, « et je me sens bien ici. »« Mais enfin, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne connais personne, tu n'as pas de travail, tu vas vivre comment ?» Ces questions étaient légitimes, et je me les étais moi-même posées. Mais curieusement, elles ne m'angoissaient pas. Au contraire, l'idée de construire une nouvelle vie à partir de zéro m'excitait. « Je vais chercher du travail », avais-je répondu. « Je vais rencontrer des gens. Je vais vivre, Pierre, vraiment vivre, pour la première fois depuis longtemps. Élise, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous pouvons discuter,
arranger les choses. Je ferai des efforts, je te le promets. La sincérité dans sa voix m'avait émue, mais pas suffisamment pour me faire changer d'avis. Il est trop tard, Pierre. Tu as eu 15 ans pour faire des efforts, 15 ans pour me voir vraiment, pour m'apprécier. Tu n'y es jamais arrivé. Mais notre mariage, tout ce qu'on a construit ensemble, qu'est-ce qu'on a construit, Pierre? Une routine, des habitudes. Tu peux me dire la dernière fois où nous avons eu une vraie conversation? La dernière fois où tu m'as demandé ce dont j'avais envie? Ce qui me ferait plaisir? Pierre était resté silencieux, incapable de répondre à ces questions. Au fond de lui, il savait que j'avais raison. Je ne dis pas que c'est définitif, avais-je ajouté, surprise moi-même par ces mots. Mais j'ai besoin de temps. J'ai besoin d'espace pour comprendre qui je suis quand je ne suis pas ta femme. Nous avions raccroché sur cette note ambiguë. Je n'avais pas fermé complètement la porte. Peut-être par habitude, peut-être par peur de l'inconnu. Mais au fond de moi, je savais que notre histoire était probablement terminée. Les jours suivants avaient été consacrés à l'exploration de Marseille et à l'organisation de ma nouvelle vie. J'avais flâné dans les ruelles du Panier, admiré la basilique Notre-Dame de la Garde, découvert les marchés colorés et odorants de la ville. Chaque coin de rue révélait de nouveaux trésors, de nouvelles surprises. J'avais aussi commencé à chercher du travail. Avec mon expérience en comptabilité, je n'avais pas eu trop de difficultés à décrocher des entretiens. Plusieurs entreprises marseillaises cherchèrent des comptables expérimentés, et mon profil semblait les intéresser. C'est lors d'un de ces entretiens que j'avais rencontré Julien Moretti, le directeur d'une PME spécialisée dans l'import-export de produits méditerranéens. L'entreprise était familiale, créée par son grand-père italien, et employait une trentaine de personnes. Julien cherchait quelqu'un pour restructurer sa comptabilité et moderniser ses méthodes de gestion. L'entretien s'était exceptionnellement bien passé. Julien était un homme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux poivre et sel, et des yeux d'un bleu très clair qui contrastaient avec son teint hâlé. Il parlait avec passion de son entreprise, de ses projets de développement, de sa volonté de préserver les traditions familiales, tout en s'adaptant aux exigences modernes. « Votre profil m'intéresse beaucoup », m'avait-il dit en fin d'entretien. « Vous avez l'expérience nécessaire, mais surtout, vous semblez avoir envie de vous investir dans un nouveau projet. C'est exactement ce dont nous avons besoin. » Il m'avait proposé un poste de responsable administrative et financière, avec un salaire correct et des responsabilités intéressantes. L'offre était alléchante, mais ce qui m'avait le plus séduite, c'était l'ambiance familiale de l'entreprise et l'enthousiasme communicatif de Julien. « Je peux vous donner ma réponse demain ?» avais-je demandé. « Bien sûr », avait-il répondu avec un sourire, « mais j'espère que ce sera oui. J'ai le sentiment que vous pourriez apporter beaucoup à notre équipe. » En sortant de l'entretien, je m'étais sentie légère, pleine d'espoir. Pour la première fois depuis des années, on me proposait un travail stimulant, dans un environnement qui me plaisait. J'avais eu envie de courir, de danser, de crier ma joie au monde entier. J'étais rentrée à l'appartement avec un bouquet de fleurs acheté sur le marché aux fleurs du cours Julien. J'avais disposé les fleurs dans un vase trouvé dans un placard, transformant le salon en jardin parfumé. Ces gestes simples, ces petites attentions que je me faisais à moi-même, me réconciliaient avec la notion de bonheur. Le soir, assise sur la terrasse avec un verre de rosé de Provence, j'avais appelé Julien pour accepter son offre. Sa joie avait été communicative, et nous avions convenu que je commencerais le lundi suivant. « Bienvenue dans l'équipe, Élise », avait-il dit chaleureusement. « Je suis sûre que vous allez vous plaire chez nous. » Après avoir raccroché, j'étais restée longtemps sur la terrasse, regardant la ville s'illuminer progressivement. Les restaurants du Vieux-Port allumaient leurs terrasses, les bateaux de plaisance rentraient au port, et la vie nocturne marseillaise commençait à s'animer. J'avais repensé au chemin parcouru en si peu de temps. Une semaine plus tôt, j'étais encore l'épouse effacée de Pierre, vivant une existence routinière dans notre pavillon de banlieue. Aujourd'hui, j'étais une femme libre, propriétaire d'un magnifique appartement, sur le point de commencer un nouveau travail dans une ville que j'apprenais à aimer. Marcel avait eu raison de me faire confiance. Son appartement ne m'apportait pas seulement un toit, mais une nouvelle identité, une nouvelle chance de bonheur. En me léguant ce bien, il m'avait offert la possibilité de me redécouvrir, de révéler la femme que j'étais vraiment sous l'épouse soumise. Mon téléphone avait de nouveau sonné. Pierre, encore. Cette fois, je n'avais pas décroché. J'avais besoin de cette distance, de cette coupure pour construire ma nouvelle vie. Plus tard, peut-être, nous pourrions avoir une conversation apaisée. Mais pour l'instant, j'avais besoin de me concentrer sur moi, sur mes projets, sur mon avenir. La semaine suivante, j'avais commencé mon nouveau travail chez Moretti Import-Export. L'accueil avait été chaleureux et j'avais rapidement trouvé ma place dans l'équipe.
Julien s'était montré à la fois professionnel et bienveillant, me laissant le temps de m'adapter tout en me faisant confiance pour prendre des initiatives. L'entreprise était installée dans un ancien entrepôt rénové près du port, avec vue sur la mer depuis les bureaux. L'atmosphère était décontractée mais efficace, très différente de l'ambiance étouffante de mon ancien travail. Mes collègues étaient sympathiques et m'avaient rapidement intégré à leur groupe. J'avais particulièrement apprécié Maria, la secrétaire de direction, une Marseillaise pur sucre d'une 50aine d'années qui m'avait prise sous son aile. Elle m'avait initiée aux subtilités de la vie marseillaise, aux bons restaurants, aux marchés incontournables, aux endroits où sortir le week-end. « Tu verras », m'avait-elle dit un midi où nous déjeunions ensemble sur le port, « Marseille, c'est une ville qui transforme les gens. On arrive ici par hasard, et on ne repart plus jamais. Cette ville nous adopte, nous change, nous révèle. » Ces paroles résonnaient en moi, car je sentais déjà cette transformation s'opérer. Le soleil méditerranéen, la proximité de la mer, le rythme de vie plus décontracté, tout contribuait à me faire évoluer. Je me découvrais plus spontanée, plus ouverte, plus audacieuse. Un soir, en rentrant du travail, j'avais trouvé une lettre glissée sous ma porte. Une enveloppe élégante, avec mon nom écrit à la main dans une belle écriture féminine. Intriguée, j'avais ouvert la lettre, découvrant qu'elle provenait de Madame Albertine Ricci, une vieille dame qui habitait l'appartement voisin. « Chère Madame Moreau », avait écrit la dame, « je me permets de vous écrire, car j'ai appris que vous étiez la nouvelle propriétaire de l'appartement de Marcel. Cet homme était un ami cher, et j'aimerais beaucoup vous rencontrer pour partager avec vous quelques souvenirs de lui et de sa chère Simone. Si cela vous convient, je vous invite à prendre le thé chez moi dimanche après-midi. Bien cordialement, Albertine Ricci. » Cette invitation m'avait touchée. L'idée de rencontrer quelqu'un qui avait connu Marcel et Simone me réjouissait. J'avais glissé un mot sous la porte de Madame Ricci pour accepter son invitation. Le dimanche suivant, j'avais frappé à la porte de ma voisine. Albertine Ricci était une femme élégante, d'environ 70 ans, aux cheveux blancs impeccablement coiffés et aux yeux pétillants d'intelligence. Son appartement était décoré avec goût, mélange d'antiquités et d'objets d'art rapportés de voyage. « Asseyez-vous, ma chère », m'avait-elle dit en me servant un thé dans de la porcelaine de Limoges. « J'espère que vous vous plaisez dans votre nouvel appartement ?»« Beaucoup », avais-je répondu sincèrement. « C'est un endroit magnifique. Marcel avait vraiment bon goût. » Albertine avait souri avec nostalgie. Marcel et Simone formaient un couple merveilleux. Je les ai connus quand ils se sont installés ici, au début des années 50. Ils étaient si jeunes, si amoureux. Leur bonheur était contagieux. Elle m'avait raconté des anecdotes sur Marcel et Simone, leurs soirées entre voisins, leurs projets d'avenir, leur joie quand Simone était tombée enceinte. Puis son visage s'était assombri quand elle avait évoqué l'accident. « Marcel n'a jamais été le même après », avait-elle murmuré. « Il a tout quitté du jour au lendemain, incapable de supporter les souvenirs. Mais il a gardé l'appartement, refusant obstinément de le vendre. Un jour, disait-il, quelqu'un d'autre sera heureux ici. Il m'a écrit une lettre, lui avais-je confié. Il expliquait qu'il m'avait choisi parce que je lui rappelais Simone. Albertine m'avait regardé avec attention, étudiant mes traits. C'est vrai qu'il y a une ressemblance, avait-elle dit finalement. Pas physique, mais dans le regard, dans la façon d'être. Simone aussi avait cette douceur, cette capacité à s'intéresser vraiment aux autres. Nous avions passé tout l'après-midi à discuter, et j'avais senti naître entre nous une sympathie mutuelle. Albertine était une femme cultivée et spirituelle, qui avait beaucoup voyagé dans sa jeunesse, et qui possédait une sagesse que donnent les années et l'expérience. « Vous savez, m'avait-elle dit au moment où je prenais congé, Marcel serait heureux de savoir que vous êtes là. Il espérait tellement que cet appartement redevienne un lieu de bonheur. » En rentrant chez moi, j'avais eu l'impression de porter en moi un peu de l'histoire de Marcel et Simone. Leur amour tragique donnait une dimension supplémentaire à cet appartement, le chargeait d'une émotion particulière. Mais plutôt que de m'attrister, cette histoire me donnait envie de profiter pleinement de la chance qui m'était offerte. Les semaines passaient, et ma nouvelle vie prenait forme. Je m'épanouissais dans mon travail, nouais des amitiés sincères, découvrais les plaisirs de la vie marseillaise. Le week-end, j'explorais la région, les Calanques, Cassis, Aix-en-Provence, les villages perchés de l'arrière-pays. Chaque sortie était une découverte, chaque paysage une révélation. Pierre continuait à m'appeler régulièrement, alternant entre supplications et reproches. Parfois il se montrait compréhensif, parfois il explosait de colère, m'accusant de l'abandonner, de détruire notre couple par caprice. Ces conversations me fatiguaient,
mais je sentais qu'elles étaient nécessaires, qu'elles nous permettaient à tous les deux de faire le deuil de notre ancienne relation. Un soir, alors que je rentrais tard du bureau après avoir terminé un dossier urgent, j'avais trouvé Pierre assis sur les marches de mon immeuble. Mon cœur s'était mis à battre plus fort. Qu'est-ce qu'il faisait là? Comment avait-il eu mon adresse? Pierre, avais-je dit, surprise et inquiète. Qu'est-ce que tu fais ici? Il s'était levé, et j'avais vu qu'il était fatigué, qu'il avait maigri. Ses yeux étaient cernés, ses vêtements froissés. Il avait l'air d'un homme qui avait beaucoup souffert. Il fallait que je vienne, avait-il dit d'une voix rauque. Il fallait que je te voie, que je comprenne. Comprendre quoi? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi notre mariage ne valait pas la peine d'être sauvé? J'avais regardé cet homme que j'avais aimé pendant 15 ans, et j'avais ressenti un mélange de compassion et de tristesse. Pierre souffrait, c'était évident. Mais sa douleur ne pouvait pas effacer les années de négligence, les mots blessants, l'indifférence quotidienne. « Viens », avais-je dit. « Montons, nous devons parler. » L'ascenseur était monté lentement, dans un silence pesant. Pierre regardait autour de lui, découvrant l'élégance de l'immeuble, la beauté des détails architecturaux. Je le voyais jauger, calculer, évaluer la valeur de ce lieu qu'il découvrait pour la première fois. Même dans un moment pareil, son esprit mercantile fonctionnait. Une fois dans l'appartement, Pierre était resté figé sur le seuil. Son regard parcourait le salon, s'attardait sur les meubles de qualité, sur la vue imprenable depuis la terrasse. J'avais vu passer dans ses yeux un mélange d'admiration et d'amertume. La réalité de mon héritage lui sautait enfin aux yeux, et avec elle, la mesure de ce qu'il avait perdu par sa bêtise. « Mon Dieu », avait-il murmuré, « c'est magnifique. » « Oui », avais-je répondu simplement. Marcel avait bon goût. Pierre avait fait quelques pas dans le salon, touchant les meubles comme pour s'assurer de leur réalité. « Tu vis vraiment ici? Toute seule? » « Oui, et je m'y plais beaucoup. » Il s'était dirigé vers la terrasse, contemplant la vue sur le port. Les lumières de la ville scintillaient dans la nuit, créant un spectacle féerique. Pierre était resté longtemps silencieux, absorbé par la beauté du panorama. « Je comprends pourquoi tu ne veux plus rentrer », avait-il dit finalement. Comparé à ça, notre petit pavillon de banlieue fait piètre figure. « Ce n'est pas l'appartement qui m'a fait partir, Pierre, avais-je dit doucement. C'est toi. Tes mots, tes accusations, ton mépris. » Il s'était retourné vers moi, et j'avais vu dans ses yeux une souffrance sincère. « Élise, je sais que j'ai dit des choses terribles. J'étais en colère, jaloux, frustré, mais tu dois comprendre ce que j'ai ressenti quand j'ai appris ton héritage. »« Qu'est-ce que tu as ressenti ?» avais-je demandé, curieuse d'entendre enfin ses véritables sentiments. Pierre s'était assis sur le canapé, passant ses mains dans ses cheveux avec lassitude. De l'injustice. Une injustice profonde. Moi, le petit-fils, l'héritier naturel, je récupère un garage pourri qui vaut une misère. Et toi, qui n'es même pas de la famille, tu hérites d'un appartement qui vaut une fortune. Comment voulais-tu que je réagisse? Avec joie pour moi, avais-je suggéré. Avec l'idée que cet héritage nous bénéficiait à tous les deux, que nous étions mariés, que tes biens étaient les miens et vice-versa, c'est facile à dire maintenant, avait-il répliqué avec amertume. Mais sur le moment, j'ai eu l'impression que grand-père me giflait depuis sa tombe, qu'il me disait que je ne valais rien, que ma femme était plus digne d'être récompensée que moi. J'avais compris pour la première fois la blessure profonde de Pierre, son égo d'homme, sa fierté masculine, son sentiment de légitimité familiale, tout cela avait été mis à mal par l'héritage. Mais comprendre n'excusait pas. « Et c'est pour ça que tu m'as traité d'idiote sans valeur ?» avais-je demandé. « C'est pour ça que tu m'as accusé de m'être prostituée ?» Pierre avait baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. J'ai dit n'importe quoi. J'étais fou de rage, je ne contrôlais plus rien. Je cherchais une explication rationnelle à cette injustice, et j'ai dit des choses impardonnables. Impardonnables, effectivement. Un silence s'était installé entre nous. Pierre semblait chercher ses mots, rassembler son courage pour dire ce qu'il avait sur le cœur. « Élise !» avait-il repris finalement. « Ces dernières semaines sans toi ont été un enfer. Je me réveille tous les matins dans notre lit vide. Je prends mes repas seul. Je rentre dans une maison silencieuse. Tu me manques terriblement. C'est la femme qui s'occupait de toi qui te manque, avais-je répondu. Celle qui faisait le ménage, la cuisine, les courses. Celle qui organisait ta vie sans rien demander en retour. Non, avait-il protesté avec véhémence. C'est toi qui me manques. Tes sourires, tes petites attentions, ta présence. Je me suis rendu compte à quel point tu comptais pour moi. J'avais observé Pierre avec attention, cherchant à déceler la sincérité dans ses paroles. Il semblait effectivement souffrir.
Mais était-ce de l'amour ou simplement de l'habitude brisée? Si je compte tant que ça pour toi, avais-je dit, pourquoi as-tu fallu que je parte pour que tu t'en rendes compte? Pourquoi 15 ans de mariage n'ont-ils pas suffi à te faire apprécier ce que tu avais? Pierre n'avait pas de réponse à cette question. Comment expliquer 15 ans de négligence, de prise pour acquis, d'indifférence quotidienne? Comment justifier qu'il ait fallu la menace de la perte pour qu'il ouvre enfin les yeux? Je veux te reconquérir, avait-il dit soudain, relevant la tête avec une détermination nouvelle. Je suis prêt à tout pour te récupérer, à déménager ici, à changer de vie, à devenir l'homme que tu mérites. Ces mots m'avaient touché malgré moi. Entendre Pierre reconnaître ses torts, exprimer sa volonté de changer, c'était quelque chose que j'avais espéré pendant des années. Mais maintenant que ces paroles venaient enfin, elles arrivaient trop tard. Pierre, avais-je dit avec douceur, j'apprécie que tu sois venu jusqu'ici, que tu reconnaisses tes erreurs, mais les mots ne suffisent plus. Tu as eu 15 ans pour me dire que je comptais pour toi. Tu ne l'as jamais fait. Mais je peux changer, avait-il insisté. Je peux apprendre à mieux t'aimer, à mieux te respecter. Donne-moi une chance de te prouver que je suis capable d'évolution. J'avais regardé cet homme que j'avais aimé, qui me suppliait maintenant de lui accorder une seconde chance. Une partie de moi était tentée. Après tout, nous avions partagé 15 ans de vie commune, construit des souvenirs, traversé des épreuves ensemble. N'avait-il pas droit à une chance de rédemption? Mais une autre partie de moi, plus sage, plus lucide, savait que Pierre ne changerait pas vraiment. Oh, il ferait des efforts au début, troublé par la peur de me perdre définitivement, mais progressivement, les vieilles habitudes reviendraient. Il redeviendrait l'homme centré sur lui-même, incapable de voir réellement les autres. Tu sais ce qui me fait le plus mal, avais-je dit. Ce n'est pas que tu aies dit ces choses horribles sur le moment, c'est que tu les aies pensées. Quelque part dans ta tête, tu as été capable d'imaginer que j'avais couché avec ton grand-père pour de l'argent. Ça, Pierre, ça révèle quelque chose de profond sur la façon dont tu me vois. Pierre avait pâli. Je ne le pensais pas vraiment. J'étais fou de rage. Je cherchais à te faire mal. Chercher à faire mal à la personne qu'on prétend aimer, c'est déjà révélateur, avais-je répliqué. Et puis, ces pensées ne sortent pas de nulle part. Elles étaient quelque part en toi, enfouies peut-être, mais présentes. Pierre avait tenté de protester, mais je l'avais interrompu d'un geste. Écoute-moi jusqu'au bout. Ces dernières semaines, j'ai découvert qui j'étais quand je n'étais pas la femme de Pierre. J'ai un travail qui me passionne, des collègues qui m'apprécient, des projets personnels. Pour la première fois de ma vie, je me sens exister en tant qu'individu, pas seulement en tant qu'épouse. Tu peux avoir tout ça avec moi aussi, avait-il protesté. Je ne t'empêchais pas de travailler, d'avoir des projets. Tu ne m'empêchais pas, mais tu ne m'encourageais pas non plus, avais-je répondu. Tu t'en fichais. Tant que le dîner était prêt et que la maison était propre, le reste t'était égal. Pierre était resté silencieux, ne pouvant nier cette évidence. Pendant 15 ans, il m'avait effectivement considérée comme acquise, ne s'intéressant à moi que quand j'étais absente ou défaillante. Alors c'est définitif, avait-il demandé d'une voix brisée. Tu ne reviendras jamais? J'avais hésité avant de répondre. Dire « jamais » était un mot si définitif, si lourd de conséquences. Mais au fond de moi, je savais que notre histoire était terminée. Trop de choses avaient été dites, trop de blessures avaient été infligées. Je ne peux pas te dire « jamais », avais-je dit finalement. Mais je peux te dire que pour l'instant, ma vie est ici. J'ai trouvé un équilibre, un bonheur que je n'avais pas avec toi. Pourquoi est-ce que je renoncerais à ça? Pierre s'était levé, marchant de long en large dans le salon comme un animal en cage. Mais enfin, Élise, tu ne peux pas reconstruire toute ta vie sur un coup de tête. À 40 ans, on ne recommence pas sa vie. Qui a dit ça? Avais-je répliqué. Qui a décrété qu'à 40 ans, il était trop tard pour changer? Marcel avait 70 ans passés quand il a décidé de me léguer cet appartement. Il n'est jamais trop tard pour prendre des décisions qui changent tout. Mais nous étions heureux, avait insisté Pierre. Avant cette histoire d'héritage, nous vivions bien ensemble. Toi, tu vivais bien, avais-je corrigé. Moi, je survivais. Je m'étais adaptée à une vie sans surprise, sans passion, sans émerveillement. Je croyais que c'était ça, le bonheur conjugal. Maintenant, je sais que j'avais tort. Pierre m'avait regardé avec une expression de totale incompréhension. Pour lui, notre ancienne vie représentait effectivement le bonheur. Une routine tranquille, sans conflit majeur, sans turbulence. Il ne comprenait pas que cette tranquillité ait pu m'étouffer. Et s'il y a quelqu'un d'autre? Avait-il demandé soudain, une lueur de jalousie dans les yeux. Tu as rencontré quelqu'un, c'est ça? Cette question m'avait surprise. Non, Pierre, il n'y a personne d'autre.
Je n'ai pas quitté un homme pour un autre. J'ai quitté une vie qui ne me convenait plus pour en construire une nouvelle. Mais ça viendra, avait-il dit avec amertume. Une femme comme toi, dans une ville comme ça, avec un appartement pareil, les hommes vont se bousculer. Il n'avait pas tort. Et curieusement, cette perspective ne m'effrayait pas. L'idée de rencontrer quelqu'un d'autre, de vivre une nouvelle histoire d'amour, me semblait naturelle et excitante. Mais ce n'était pas ma priorité pour l'instant. Si ça arrive, ça arrivera, avais-je dit simplement. Mais pour l'instant, j'apprends à vivre seule, à être heureuse par moi-même. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Pierre avait semblé réaliser à cet instant que sa cause était perdue, que tous ses arguments, toutes ses supplications ne me feraient pas changer d'avis. Il s'était rassis, la tête entre les mains, et j'avais eu pitié de lui. « Pierre, avais-je dit en m'asseyant à côté de lui, je ne te déteste pas. Je ne regrette pas nos 15 années ensemble. Nous avons eu de bons moments, nous avons été heureux parfois. Mais nous avons évolué différemment, nous ne voulons plus les mêmes choses. Qu'est-ce que tu veux alors ?» avait-il demandé sans relever la tête. « Je veux me sentir vivante. Je veux me lever le matin avec l'envie de découvrir la journée qui m'attend. Je veux avoir des projets, des rêves, des défis à relever. Je veux me regarder dans le miroir et aimer la femme que je vois. Et avec moi, tu ne peux pas avoir ça? Avec toi, Pierre, je suis redevenue la femme que j'étais à 25 ans. Douce, effacée, sans ambition personnelle. Ce n'est plus ce que je veux être. » Pierre était resté silencieux un long moment, digérant mes paroles. Puis il avait relevé la tête, et j'avais vu que ses yeux étaient humides. « Je suppose que je méritais ça, » avait-il dit. 15 ans à te considérer comme acquise, 15 ans à ne pas voir tes besoins, tes envies. Tu as raison de partir. Cette reconnaissance de ses torts m'avait émue. C'était la première fois que Pierre faisait preuve d'une telle lucidité sur notre relation. Ce n'est pas que tu méritais, ou pas, avais-je dit. C'est juste que nous n'étions plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que nous ne l'avons jamais été vraiment. Alors, c'est fini? Avait-il demandé. Définitivement? Pour l'instant, oui, avais-je répondu honnêtement. Je ne peux pas te dire ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour, nous pourrons être amis. Mais comme couple, c'est terminé. Pierre avait hoché la tête, acceptant enfin la réalité. Et pour le divorce? Mon avocat s'en occupe. Les papiers devraient arriver bientôt. Je ne contesterai rien, avait-il dit. Je signerai tout ce qu'il faudra. Nous étions restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, la vie marseillaise continuait. Les rires des terrasses de restaurants, le bruit des scooters sur la Canebière, le clapotis de l'eau dans le port. « Où vas-tu dormir ce soir ?» avais-je demandé, réalisant soudain qu'il était tard et que Pierre n'avait probablement pas prévu de logement. « J'ai réservé une chambre d'hôtel près de la gare, » avait-il répondu. « Je repars demain matin. Tu veux boire quelque chose avant de partir? Un café? Un verre de vin ?» Pierre avait souri tristement. « Un verre de vin, ça me ferait plaisir, pour la route. » J'étais allée chercher une bouteille de Côtes-du-Rhône et 2 verres. Nous avions bu en silence, regardant les lumières de la ville. C'était étrange, cette intimité paisible après tant de tensions et de conflits. « Tu sais ce qui m'étonne le plus ?» avait dit Pierre au bout d'un moment. « C'est que tu aies l'air si... épanoui, si sûr de toi. Je ne t'avais jamais vu comme ça. »« Moi non plus, » avais-je avoué. J'ai découvert une facette de ma personnalité que j'ignorais. Peut-être qu'elle était enfouie, étouffée par les habitudes et les compromis. J'aurais dû te laisser plus d'espace pour t'exprimer, avait-il reconnu. J'aurais dû m'intéresser davantage à tes envies, à tes rêves. Peut-être, mais c'est du passé maintenant. Pierre avait vidé son verre et s'était levé. Je vais y aller. Il se fait tard, et je ne veux pas abuser de ton hospitalité. Je l'avais raccompagné jusqu'à la porte. Sur le seuil, il s'était retourné une dernière fois. Élise, avait-il dit, j'espère que tu seras heureuse, vraiment heureuse. Tu le mérites. Merci Pierre. J'espère que toi aussi, tu trouveras ton chemin. Nous nous étions embrassés sur les joues, comme de vieux amis qui se séparent. Puis Pierre était parti, et j'avais refermé la porte derrière lui. Seul dans mon salon, j'avais ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse de voir se terminer définitivement une histoire qui avait duré 15 ans. Soulagement de sentir que nous avions enfin réussi à nous parler sincèrement, sans rancœur ni agressivité. Les semaines suivantes avaient confirmé ma certitude d'avoir fait le bon choix. Mon travail chez Moretti prenait de l'ampleur, Julien me confiant de plus en plus de responsabilités. J'avais réorganisé la comptabilité de l'entreprise, mis en place de nouveaux logiciels, optimisé les procédures. Ma compétence était reconnue et appréciée. Mes relations avec Julien évoluaient aussi. Au-delà du rapport professionnel, une complicité était née entre nous.
Il m'invitait parfois à prendre un verre après le travail, me faisait découvrir les spécialités culinaires marseillaises, me racontait l'histoire de sa famille et de son entreprise. Julien était un homme attentif et cultivé, passionné par son métier, mais sachant prendre du recul. Il parlait avec tendresse de sa fille de 15 ans, qu'il élevait seule depuis son divorce, évoquait ses projets de développement de l'entreprise en Italie et en Espagne. Sa conversation était stimulante, ses idées originales. Un soir, alors que nous dînions dans un petit restaurant du Panier après une journée de travail intense, Julien m'avait dit quelque chose qui m'avait touchée. « Vous savez, Élise, votre arrivée dans l'entreprise a changé beaucoup de choses. Pas seulement d'un point de vue professionnel. Vous apportez une sérénité, une joie de vivre qui se communique à toute l'équipe. » « Vous exagérez, avais-je répondu en rougissant. « Pas du tout. Maria me l'a fait remarquer l'autre jour. Depuis que vous êtes là, l'ambiance est plus chaleureuse, plus détendue. Vous avez un don pour mettre les gens à l'aise. » Ces compliments m'avaient fait chaud au cœur. Recevoir des retours positifs sur mon travail et ma personnalité était quelque chose de nouveau pour moi. Avec Pierre, j'avais toujours eu l'impression d'être transparente, de ne pas vraiment compter. « C'est peut-être parce que je me sens bien ici, avais-je répondu. Quand on se sent à sa place, on donne le meilleur de soi-même. Et vous vous sentez à votre place à Marseille ? De plus en plus, oui. Cette ville m'a adoptée. Comme disait Maria. Julien avait souri. Maria a raison. Marseille est une ville généreuse, qui sait révéler le potentiel des gens. J'ai l'impression que vous vous révélez, Élise. Cette conversation m'avait fait réfléchir. Effectivement, je me révélais. La femme que je devenais à Marseille était plus audacieuse, plus spontanée, plus sûre d'elle que celle que j'avais été durant mon mariage. Le changement d'environnement avait libéré des aspects de ma personnalité que j'ignorais moi-même. Un samedi matin, en me promenant sur le Vieux-Port, j'avais croisé Albertine qui revenait du marché, les bras chargés de provisions. Nous avions pris un café ensemble à une terrasse, et elle m'avait confié ses observations. « Vous rayonnez, ma chère Élise », m'avait-elle dit avec son sourire malicieux. « L'appartement de Marcel vous va à merveille. Vous y êtes heureuse, ça se voit. C'est vrai que je me sens bien, avais-je avoué. J'ai l'impression d'avoir trouvé ma place. Et côté cœur, avait-elle demandé avec la curiosité bienveillante des femmes de son âge. Cette solitude ne vous pèse pas ? Pour l'instant, non. J'apprends à m'apprécier en tant que personne seule. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Albertine avait hoché la tête avec approbation. C'est sage. Il faut d'abord être bien avec soi-même avant de pouvoir être bien avec quelqu'un d'autre. Mais enfin, une jolie femme comme vous dans une ville comme Marseille, les occasions ne manqueront pas. Sa remarque m'avait fait sourire. Effectivement, j'avais remarqué quelques regards intéressés, quelques tentatives d'approche, mais je n'étais pas pressée. Mon divorce n'était même pas encore prononcé, et j'avais besoin de temps pour me construire une nouvelle identité. En parlant d'occasion, avait continué Albertine avec un clin d'œil. Ce charmant Julien dont vous m'avez parlé, il ne vous fait pas un peu la cour ? J'avais rougi malgré moi. Nous sommes collègues, Albertine. Rien de plus. Avait-elle fait d'un air sceptique. On verra bien. Les plus belles histoires commencent souvent par « nous ne sommes que collègues ». Cette conversation m'avait fait prendre conscience que mes relations avec Julien évoluaient effectivement au-delà du simple cadre professionnel. Ses attentions, ses invitations, sa façon de me regarder, tout indiquait un intérêt qui dépassait le domaine du travail. Cette prise de conscience ne m'inquiétait pas, au contraire. Julien était un homme séduisant, intelligent, attentionné. L'idée qu'il puisse s'intéresser à moi me flattait et m'excitait à la fois. Mais je voulais prendre mon temps, ne rien précipiter. Un soir, Julien m'avait proposé de l'accompagner au théâtre. « Il y a une pièce de Pagnol au théâtre de la Criée », m'avait-il dit. « Ça vous dirait de m'accompagner ? En tant qu'ami ?» avait-il précisé avec un sourire, pour me faire découvrir la culture marseillaise. J'avais accepté, heureuse de cette sortie. La soirée avait été magique. La pièce était excellente, et nous avions prolongé la soirée par un dîner dans un restaurant typique du cours Julien. Julien était un compagnon charmant, cultivé, plein d'humour. Nous avions ri, discuté, partagé nos goûts et nos opinions. En me raccompagnant chez moi, il s'était montré parfaitement gentleman, se contentant d'un baiser sur la joue et d'un « merci pour cette excellente soirée ». Mais ses yeux disaient autre chose, et j'avais senti que quelque chose était en train de naître entre nous. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, j'avais repensé à la soirée avec un sourire aux lèvres. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais eu l'impression d'être courtisée, désirée, appréciée pour ce que j'étais. Et cette sensation était enivrante. Marcel avait eu raison.
cet appartement portait effectivement bonheur. Il m'avait offert une nouvelle vie, une nouvelle identité, et peut-être bientôt un nouvel amour. En fermant les yeux, j'avais remercié en silence ce vieil homme généreux qui avait su voir en moi un potentiel que même Pierre n'avait jamais soupçonné. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette soirée au théâtre avec Julien, et ma vie avait pris une tournure que je n'aurais jamais imaginée. Le printemps marseillais s'épanouissait dans toute sa splendeur, transformant la ville en un jardin méditerranéen où fleurissaient les mimosas et les bougainvilliers. Depuis ma terrasse, je contemplais chaque matin cette renaissance de la nature, symbole parfait de ma propre renaissance. Mon divorce avec Pierre avait été prononcé 2 mois plus tôt, dans une atmosphère apaisée qui contrastait avec la violence de notre séparation. Pierre avait tenu parole. Il n'avait rien contesté, signant tous les documents sans faire d'histoire. Au téléphone, il m'avait même confié qu'il avait vendu le garage de Marcel et utilisé l'argent pour s'installer comme mécanicien indépendant. Finalement, avait-il dit avec une pointe d'humour, grand-père nous aura donné à tous les deux ce dont nous avions besoin pour refaire nos vies. Cette sagesse nouvelle de Pierre m'avait surprise et rassurée. Peut-être que notre séparation lui avait permis, à lui aussi, de se découvrir et d'évoluer. J'espérais sincèrement qu'il trouverait le bonheur qu'il cherchait, différent du mien, mais tout aussi légitime. Mon travail chez Moretti avait pris une dimension que je n'avais jamais espérée. Julien m'avait proposé de devenir associé de l'entreprise, reconnaissant l'impact positif de mes innovations et de ma gestion. J'avais accepté, investissant une partie de l'argent de la vente de ma maison dans cette aventure entrepreneuriale. Pour la première fois de ma vie, j'étais copropriétaire d'une entreprise, responsable de décisions stratégiques importantes. L'entreprise se portait mieux que jamais. Nous avions ouvert de nouveaux marchés en Italie et en Espagne, développé une gamme de produits biologiques qui rencontrait un franc succès. Maria plaisantait souvent en disant que j'avais porté chance à la société Moretti, mais je savais que le succès venait surtout du dynamisme de l'équipe et de la vision de Julien. Julien. Notre relation avait évolué naturellement, sans précipitation ni pression. Après plusieurs sorties en tant qu'amis, nous avions franchi le pas vers quelque chose de plus intime. Notre premier baiser avait eu lieu un soir de Mistral, sur ma terrasse, alors que nous regardions les bateaux danser dans le port sous un ciel étoilé. Ce baiser avait eu le goût de la liberté retrouvée, de la passion renaissante. Julien était l'antithèse de Pierre en tout point. Attentif, généreux, curieux de mes opinions et de mes sentiments, il me considérait comme son égal dans tous les domaines. Nos conversations s'enrichissaient mutuellement. Nos projets se nourrissaient de nos différences. Avec lui, je me sentais grandir, évoluer, devenir la meilleure version de moi-même. Sa fille, Clara, une adolescente vive et intelligente, m'avait adoptée dès notre première rencontre. Papa n'avait jamais eu l'air aussi heureux, m'avait-elle confié un dimanche, où nous déjeunions tous les 3 sur le port. Cette approbation de Clara m'avait profondément touchée. Créer une famille recomposée harmonieuse demandait de la patience et de la délicatesse, mais les bases semblaient solides. Un matin de mai, en arrivant au bureau, j'avais trouvé Julien qui m'attendait avec un café et un sourire mystérieux. « J'ai une proposition à te faire », m'avait-il dit. Quelque chose qui pourrait changer notre vie. Intriguée, je m'étais assise en face de lui. « Je t'écoute. »« Tu sais que mon cousin Marco dirige une entreprise similaire à la nôtre à Rome ?» avait-il commencé. « Il nous propose un partenariat pour développer ensemble le marché européen. Cela impliquerait de passer plusieurs mois par an en Italie, de créer une antenne là-bas. » L'idée m'avait immédiatement séduite. Découvrir l'Italie, apprendre une nouvelle langue, relever de nouveaux défis professionnels, tout cela correspondait parfaitement à mon nouvel état d'esprit. Et personnellement, avais-je demandé, qu'est-ce que cela changerait entre nous? Julien avait pris ma main dans la sienne. J'aimerais que nous partions ensemble, pas seulement comme associés, mais comme compagnons de vie. Je t'aime, Élise. Je veux construire quelque chose avec toi. Ces mots si simples, si directs, m'avaient ému aux larmes. Quand avais-je entendu pour la dernière fois quelqu'un me dire « je t'aime » avec une telle sincérité? Julien ne cherchait pas à me posséder ou à me changer. Il voulait partager sa vie avec moi, construire ensemble quelque chose de nouveau. « Moi aussi, je t'aime », avais-je répondu, surprise par la facilité avec laquelle ces mots sortaient de ma bouche. « Eh oui, j'ai envie de tenter cette aventure avec toi. » Nous nous étions embrassés au milieu du bureau, sous le regard attendri de Maria qui passait par là. « Enfin !» s'était-elle exclamée. « Il était temps que vous vous déclariez. Tout le monde avait compris, sauf vous. » Les préparatifs pour l'expansion italienne avaient occupé les semaines suivantes. Entre les réunions avec Marco à Rome, l'apprentissage de l'italien et l'organisation de notre future vie partagée, chaque journée apportait son lot de nouveautés et de défis.
Albertine suivait cette évolution avec la bienveillance d'une grand-mère. Un soir, elle m'avait invitée pour l'un de nos thés rituels. « Marcel serait fier de vous », m'avait-elle dit en regardant les photos du défunt posées sur sa cheminée. Il avait vu juste. Vous aviez effectivement besoin d'être libéré pour révéler votre véritable personnalité. Vous croyez qu'il aurait approuvé mes choix ? Avais-je demandé, soudain saisie d'un doute. Oh, ma chère, avait-elle ri. Un homme qui a aimé comme Marcel a aimé Simone ne peut qu'approuver l'amour sous toutes ses formes. Il voulait que cet appartement redevienne un lieu de bonheur. Mission accomplie, non ? Elle avait raison. L'appartement de Marcel était redevenu un lieu de bonheur. Les rires de Clara quand elle venait passer le week-end, les dîners romantiques avec Julien sur la terrasse, les soirées passées à élaborer nos projets professionnels, tout contribuait à charger ce lieu d'une énergie positive. J'avais même commencé à recevoir des amis, organisant des soirées où se mélangeaient mes collègues, mes nouveaux voisins, et même quelques connaissances rencontrées lors de cours d'italien. L'appartement vivait, vibrait, résonnait de conversations animées et de rires sincères. Un an après mon arrivée à Marseille, j'avais organisé une pendaison de crémaillère pour célébrer officiellement ma nouvelle vie. Tous les gens qui comptaient pour moi étaient là. Julien et Clara, bien sûr, mais aussi Maria et ses enfants, Albertine rayonnante dans sa plus belle robe, Marco venu spécialement de Rome, et même quelques amis de ma vie d'avant qui avaient fait le déplacement. En regardant tous ces visages souriants dans mon salon, en écoutant le brouhaha joyeux des conversations qui se mêlaient, j'avais ressenti une gratitude immense. Envers Marcel, bien sûr, qui avait rendu tout cela possible. Mais aussi envers moi-même, pour avoir eu le courage de saisir la chance qui m'était offerte. Julien avait porté un toast émouvant, à Élise, qui nous a prouvé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer sa vie, à Marcel, qui a su voir en elle ce potentiel que nous aimons tous aujourd'hui, et à l'amour sous toutes ses formes. Amour-propre, amitié, passion, qui transforment une maison en foyer. Les applaudissements avaient fusé, et j'avais senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de joie, cette fois. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais exactement où je voulais être, entourée des personnes que j'aimais et qui m'aimaient en retour. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Albertine m'avait prise à part. « J'ai quelque chose pour vous », m'avait-elle dit en sortant une petite boîte de son sac. C'est Simone qui me l'avait donnée avant sa mort. Elle voulait que cela reste dans cet appartement, mais qu'une femme heureuse le porte. J'avais ouvert la boîte, découvrant un délicat bracelet en or orné d'une petite médaille de Sainte Sarah, la patronne des Gitans, et par extension, de Marseille. Le bijou était simple mais élégant, chargé d'histoire et d'émotion. « Je ne peux pas accepter », avais-je protesté. « C'est trop précieux. C'est exactement pour ça que vous devez l'accepter », avait répliqué Albertine avec fermeté. Simone voulait que ce bracelet protège le bonheur de celle qui vivrait après elle dans cet appartement. « Vous êtes cette femme, Élise. » J'avais passé le bracelet à mon poignet, sentant le poids léger mais symbolique de cette transmission entre femmes. Simone, que je n'avais jamais connue, me léguait par l'intermédiaire d'Albertine, un symbole de protection et de continuité. Quelques mois plus tard, Julien et moi avions effectué notre premier voyage d'affaires en Italie. Rome nous avait éblouis par sa beauté et son histoire, mais c'est surtout la collaboration avec Marco qui s'était révélée fructueuse. Le projet d'expansion européenne prenait forme, et avec lui, de nouveaux horizons s'ouvraient pour notre entreprise. Un soir, alors que nous dînions dans un restaurant typique du Trastevere, Julien m'avait fait une proposition qui avait bouleversé ma vie une fois de plus. « Élise », m'avait-il dit en prenant ma main, « ces derniers mois avec toi ont été les plus beaux de ma vie. Tu as transformé non seulement mon entreprise, mais aussi mon existence. J'aimerais que nous officialisions notre union. » Il avait sorti une petite boîte de sa poche, révélant une bague sertie d'une pierre bleue comme la Méditerranée. « Veux-tu m'épouser ?» Mon cœur s'était mis à battre la chamade. 1 an plus tôt, j'étais encore l'épouse délaissée d'un homme qui ne me voyait pas. Aujourd'hui, un homme merveilleux me demandait de partager sa vie. La rapidité de cette transformation me donnait le vertige. « Oui », avais-je répondu sans hésitation. « Oui, je veux t'épouser. » Notre baiser, au milieu de ce restaurant romain, avait scellé un engagement pris dans la joie et la certitude. Les autres clients avaient applaudi spontanément, touchés par l'émotion visible de notre bonheur. Le mariage avait eu lieu 6 mois plus tard, dans l'intimité, sur la terrasse de l'appartement marseillais. Albertine avait insisté pour que la cérémonie ait lieu là, pour que Marcel et Simone soient présents en esprit.
La mairie du 2e arrondissement avait exceptionnellement accepté de délocaliser la cérémonie civile, touchée par l'histoire de l'appartement et son héritage d'amour. Clara avait été ma demoiselle d'honneur, radieuse dans sa robe bleue. Maria avait organisé le repas avec l'aide de sa grande famille marseillaise. Albertine, en tant que doyenne de l'Assemblée, avait prononcé un discours émouvant sur les cycles de la vie et la transmission du bonheur. Cet appartement a vu naître l'amour de Marcel et Simone, avait-elle dit. Il a pleuré avec Marcel quand le malheur l'a frappé. Aujourd'hui, il se réjouit avec Élise et Julien. Les murs ont de la mémoire, et cette mémoire est heureuse. En échangeant nos alliances face au panorama du vieux port, j'avais pensé à Marcel. Il avait eu raison sur toute la ligne. Cet appartement portait effectivement bonheur. Il m'avait offert une seconde chance, une nouvelle identité, un amour véritable. Aujourd'hui, 2 ans après mon arrivée à Marseille, je peux dire que ma vie est complète. L'entreprise Moretti-Durand, nous avons associé nos noms, prospère en France et en Italie. Clara nous a annoncé qu'elle voulait étudier le commerce international pour reprendre l'affaire familiale. Julien et moi envisageons d'avoir un enfant ensemble pour compléter notre famille recomposée. Mais surtout, je me suis trouvée. La femme que je suis devenue n'a plus rien à voir avec celle qui pleurait dans ce garage délabré il y a 2 ans. J'ai découvert ma force, mon ambition, ma capacité à aimer et à être aimée. Marcel m'avait vue telle que je pouvais devenir. Il avait eu confiance en mon potentiel quand moi-même je l'ignorais. Parfois, le soir, quand Julien travaille tard et que Clara est chez des amis, je m'assieds sur la terrasse avec un verre de vin rosé et je contemple le port. Je pense à Pierre, en espérant qu'il a trouvé sa voie. Je pense à Marcel et à Simone, en les remerciant pour ce cadeau inestimable. Je pense à toutes les femmes qui, comme moi il y a 2 ans, vivent dans l'ombre de leur potentiel, attendant qu'une opportunité leur révèle ce qu'elles sont vraiment. L'héritage de Marcel n'était pas seulement un appartement, c'était une leçon de vie, un encouragement à oser, une invitation à croire en soi. Il m'avait légué bien plus que des mètres carrés et une vue sur mer. Il m'avait offert la liberté d'être moi-même. Ce soir-là, en regardant les étoiles se refléter dans l'eau du port, j'avais murmuré « Merci Marcel, tu avais vu juste, je suis heureuse ». Et dans le souffle du Mistral qui caressait la terrasse, j'avais eu l'impression d'entendre une réponse bienveillante, comme un dernier cadeau de ce vieil homme généreux qui avait su transformer ma colère et ma déception en gratitude et en joie de vivre. L'appartement de la Canebière continuait à porter bonheur, exactement comme Marcel l'avait prévu. Et cette histoire de bonheur, j'avais bien l'intention de la transmettre à mon tour, quand le moment viendrait. Car c'est cela, finalement, le plus bel héritage, la capacité à rendre les autres heureux, à révéler leur potentiel, à leur donner les clés de leur propre épanouissement. Marcel Moreau, mécanicien de son état, était devenu sans le savoir un maître de vie. Et moi, Élise Durand, femme d'affaires marseillaise, j'étais son plus bel ouvrage.